Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Nous célébrons aujourd'hui 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse. L'occasion d'aborder les acquis réalisés au Maroc dans ce domaine à l'aune du développement du numérique. Cette célébration est aussi le moment de nous focaliser sur les défis à relever pour avoir une presse forte et engagée, une presse qui informe. Marrakech abrite la 118e édition de la convention annuelle Association Food Industry, un événement d'envergure qui se tient pour la première fois au Maroc. Les professionnels du secteur agroalimentaire marocain et américain explorent les moyens de développer leurs échanges dans ce domaine porteur. Et puis, dans l'escale culturelle hebdomadaire du journal, nous irons feuilleter un bel ouvrage consacré à un haut lieu de spiritualité. Béja de terroir du mysticisme, c'est son intitulé. Un livre qui célèbre cette ville zaouïa fondée au VIe siècle et qui a joué dans le temps un rôle prépondérant dans la diffusion des préceptes de la religion et de la culture musulmane. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, ce nouveau coup de filet du Bureau central d'investigation judiciaire relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire. Une cellule terroriste composée de 5 éléments partisans de l'organisation terroriste Daesh a été démantelée pour son implication présumée dans la préparation de l'exécution de plans terroristes visant à porter gravement atteinte à l'ordre public. Les mis en cause âgés entre 22 et 46 ans ont été interpellés par les éléments de la force spéciale relevant de la DGST à Casablanca, Tanger, Tétouan, Martil et à la commune rurale Ounra dans la province d'Souera. C'est ce qu'indique un communiqué du BCIJ. Ce dernier précise aussi que les détails de leurs projets terroristes ont été dévoilés suite aux recherches et aux investigations entamées par les services de la DGST. Les premiers éléments de l'enquête ont révélé que les suspects qui ont prêté allégeance au soi-disant califat de l'organisation Daesh ont exprimé leurs intentions d'exécuter des projets terroristes visant des installations vitales et des institutions sécuritaires parallèlement à leur adhésion à des campagnes incitant à la violence. Les recherches ont également démontré que l'un des membres de cette cellule terroriste qui a des connaissances dans le domaine électronique a planifié la fabrication d'engins explosifs. Les membres de cette cellule terroriste ont été placés en garde à vue pour les besoins de l'enquête judiciaire menée par le BCIJ sous la supervision du parquet chargé des affaires du terrorisme en vue d'élucider la nature des liens de cette cellule terroriste et identifier ses plans et projets destructeurs, conclut la même source. Nous célébrons ce 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse, l'occasion de dresser l'état des lieux de la presse dans le royaume sur le plan législatif ainsi qu'au niveau des établissements de presse publics et privés. La célébration de la liberté de la presse nous invite également à l'interroger sur les mécanismes déployés pour lutter contre la désinformation, un réel enjeu de notre époque. Le point dans ce reportage de Nawal Gourari et Sil Maazi, le récit est signé Zakaria Moukin Billah. Confronté à de nouveaux défis technologiques et sociétaux, le secteur de la presse et de l'édition est appelé à évoluer constamment. Depuis la première charte de la presse et de l'édition de 1958, du chemin a été parcouru. En 2012, un grand chantier est initié pour la mise à niveau de la profession. Son but, moderniser et démocratiser le paysage médiatique national. L'année 2016 voit l'adoption d'un nouveau code de la presse, d'une loi du journaliste professionnel et la création du Conseil national de la presse. Pour les professionnels, la Journée mondiale de la liberté de la presse est une occasion d'évaluer les acquis et d'entrevoir l'avenir. Grâce au développement des libertés publiques et politiques auxquelles la presse a contribué, nous sommes arrivés à une situation confortable dans notre pays. En plus, grâce à l'ouverture du royaume, la profession journalistique a connu un développement sensible à plusieurs niveaux. Sur le plan des libertés, il n'y a eu aucune arrestation de journalistes ou poursuite du parquet contre un journaliste depuis l'année dernière. Cependant, nous avons remarqué que certains pouvoirs ou institutions élus se sont adressés à la justice au lieu de réclamer un droit de réponse en cas de litige. Dans le siège de l'amélioration des droits et libertés dans notre pays, le rôle de la presse est appelé à se consolider. Sa pratique est régie par un arsenal juridique national et international.
Une situation qui appelle plus de droits pour les professionnels, mais aussi de respect de l'éthique et des normes de la profession. Ces dernières années, l'usage des nouvelles technologies de communication s'est répandu, surtout celui des réseaux sociaux. Nous sommes obligés de défendre notre pays contre les rumeurs et les fake news et de protéger la profession des intrus et des obstacles. Nous sommes dans une phase de réédification de notre société. La presse est indispensable pour soutenir les valeurs du pays, défendre ses constantes et ses libertés avec une information crédible. Face à la révolution numérique, l'encadrement de la pratique journalistique est plus que jamais d'actualité, afin de garantir le rôle crucial de la presse dans la société. Direction Marrakech qui accueille pour la première fois la 118e édition de la convention annuelle Association Food Industries. Les professionnels de l'agroalimentaire venus tout droit des États-Unis d'Amérique retrouvent leurs homologues marocains pour explorer les secteurs clés de l'agriculture, de la pêche maritime et des agrumes. La tenue de cette édition dans le Royaume témoigne d'un réel engagement pour favoriser la coopération transatlantique et promouvoir les produits agroalimentaires marocains sur le marché américain. Avec Zakaria Moukenbillah. Les professionnels américains de l'industrie agroalimentaire en mission de prospection au Maroc. À l'affiche, des secteurs clés de l'agriculture et de la pêche maritime, des agrumes et de l'huile d'olive. L'occasion est un rendez-vous de taille, la 118e édition de la convention annuelle de l'Association américaine of Food Industry, qui se tient pour la première fois dans le Royaume. Il y a une longue histoire entre les États-Unis et le Maroc dans le domaine de la coopération commerciale. Les membres de notre association sont toujours favorables au partenariat avec le Maroc. Nous avons une collaboration fructueuse et de qualité. On exporte aux États-Unis depuis très très longtemps. On exporte à peu près 400 millions de dollars aujourd'hui, ce qui reste quand même faible. Ça représente seulement 5% de nos exportations globales agroalimentaires. Donc on estime qu'il y a encore beaucoup de potentiel. Cette convention annuelle de l'AFI permettra de nouer des rencontres B2B entre les exportateurs marocains et américains et de développer les échanges avec des importateurs, des acheteurs et des experts internationaux. L'événement permettra aux exportateurs marocains d'avoir une plus grande visibilité de leurs produits. Certains de nos produits sont exportés aux États-Unis via d'autres pays. Par exemple, l'huile d'olive transite par des pays européens, comme l'Espagne ou l'Italie. C'est pourquoi nous voulons renforcer ce partenariat afin de rectifier cela. Nous avons présenté à nos partenaires américains l'avantage d'investir dans le Royaume, offrant un accès privilégié à plusieurs pays africains. Fondée en 1906, l'Association américaine of Food Industry œuvre à soutenir les entreprises de l'industrie de l'importation agroalimentaire aux États-Unis et regroupe les principaux acteurs du secteur. Initiée en partenariat avec Morocco Foodex, cette rencontre de 2 jours offre une belle opportunité aux professionnels américains et aux exportateurs marocains d'établir de nouveaux partenariats gagnant-gagnant. Nous enchaînons avec ce drame qui a eu lieu à Casablanca. Un tragique accident d'ascenseur dans un hôtel en cours de construction a causé la mort de 3 ouvriers du bâtiment. L'accident a eu lieu hier soir au moment où les ouvriers étaient en train d'installer l'ascenseur avant que ce dernier ne tombe depuis le 16e étage. Les corps des victimes ont été transportés en ambulance jusqu'à la morgue. Les autorités ont lancé une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce tragique accident. Actualité internationale à Gaza, les bombardements ont encore fait plusieurs victimes ces dernières 24 heures. À Rafah, 6 corps ont été récupérés après une frappe aérienne israélienne qui a eu lieu hier dans la nuit sur une maison dans le quartier d'Al-Zohour. Plus de 34 600 personnes ont perdu la vie dans la bande de Gaza depuis le début de l'offensive israélienne. Les hostilités se poursuivent ainsi au moment où les pays médiateurs attendent une réponse d'Israël et du Hamas à la nouvelle proposition de trêve. Une tragédie humaine qui mobilise les manifestants pro-Gaza dans les 4 coins du monde. En France, les forces de l'ordre sont intervenues aujourd'hui à Sciences Po Paris pour évacuer les militants pro-Gaza qui l'occupent depuis la veille. L'établissement et ses campus restent l'épicentre dans l'hexagone d'une mobilisation en faveur des Palestiniens. Ce mouvement enflamme le débat politique et ce n'est pas encore fini. D'autres rassemblements en soutien à la cause palestinienne sont prévus à Paris.
Direction la Chine avec cette première mondiale. Le pays vient de lancer une fusée transportant une sonde pour collecter des échantillons sur la face cachée de la Lune. Une avancée majeure pour l'ambitieux programme du pays. L'agence d'État Chine Nouvelle a salué ce lancement comme la première entreprise de ce type dans l'histoire de l'exploration humaine de la Lune. Des centaines de spectateurs se sont rassemblés à proximité pour assister à la dernière avancée du programme spatial chinois. Place à présent à votre escale culturelle hebdomadaire. Nous la consacrons aujourd'hui à un livre qui nous ouvre les grandes portes d'une ville chargée d'histoire, la ville de Bejad. Bejad, terroir de mysticisme, c'est le nom de cet ouvrage collectif paru aux éditions Action Communication, une publication qui porte la signature de plusieurs filles et fils de cette cité, carrefour culturel et spirituel du royaume. Une ville qui doit son origine à la Zawiya Sharqawiya, fondée par le saint Abu Ubaidullah Mohamed Sharqi. Ce bel ouvrage réalisé sous la direction de Hassan Haddad et Saad Husni nous fait découvrir Bejad sous toutes ses facettes. Voyons tout cela avec Maria Awad et le Mehdi Karrakchou. Il y a des villes qui, comme Bejad, entrent en littérature comme une évidence, si bien que pour compter sa grandeur et sa magnificence, les mots manquent parfois à l'appel. C'est à ce moment-là, précisément, que les photographies incrustées dans la page, tout comme dans notre imaginaire, se mettent elles aussi à narrer l'histoire de cette cité mystérieuse qui se dévoile à qui savent écouter l'impalpable. Derrière ces allures de petite ville se cache le cœur battant du mysticisme, une cité sanctifiée où toutes les âmes, quelle que soit leur religion, leur dogme et leurs préceptes, se rencontrent comme enveloppées de cette grâce divine si chère aux villes sacrées. Intimement liée à la ville de Bejad, la Zawiya Sharqawiya, vieille de ses 5 siècles d'enseignement, s'érige en un haut lieu de mémoire, jadis fréquenté par les oulémas et leurs disciples, les érudits et les étudiants. Bejad, terroir du mysticisme, narre la beauté des mosquées slimaniennes, mais aussi l'ingéniosité de ses architectes et de ses fondations, parmi lesquelles les puits, les pressoirs et les moulins à vent. Bejad, la babylonienne, riche de son artisanat et de ses coutumes millénaires et plurielles, nous offre une plongée au cœur de l'humanisme et de sa genèse, si bien que, comme dirait Victor Hugo, la ville finit par être une personne à part entière. Personnalité qui a dirigé ce bel ouvrage est Hassan Haddad, ancien ministre du Tourisme. Monsieur Haddad, bonsoir. Bonsoir. Bejad, terroir du mysticisme, un ouvrage collectif exhaustif qui fait la part belle à une ville grande par son patrimoine culturel et spirituel. Vous avez vous-même, en tant que fils de Bejad, apporté votre pierre à l'édifice. Comment avez-vous procédé pour bien documenter ce travail ? Il faut dire que Bejad est un trésor et la richesse culturelle, anthropologique et historique, elle est phénoménale. Donc il y avait un travail d'une vingtaine d'historiens, anthropologues, écrivains, que chacun a pris un côté, un aspect de Bejad. Et nous avons travaillé pendant des mois et des mois. Il y a bien sûr des chercheurs, des historiens qui sont spécialisés dans la ville de Bejad. Il y a également d'autres qui sont un peu spécialisés dans tout ce qui est culturel, des urbanistes également. Et on a travaillé ensemble. Donc on a fait le texte, le premier texte c'était en arabe,
sauf quelques petits textes qui étaient en français. Puis on a fait la traduction en français, on a fait également la traduction en anglais, mais on a cherché également que la version française, la version anglaise soient des versions indépendantes, pas juste une traduction. Donc c'est un travail qui est très important. Mais ce sont les images, les photos qui sont importantes, parce que on ne fait pas juste parler de Bjad, mais on le fait montrer. Donc c'est les images. Donc le texte accompagne les images. Il y a une relation, si vous voulez, un peu de va-et-vient entre l'image et les textes. Et donc c'est ça qui a fait qu'on a fait ce qu'on a fait. C'est pas totalement, c'est-à-dire ça ne couvre pas toute l'histoire et toute l'anthropologie, toute la culture de Bjad et tout ça. Pas toutes les personnalités sont là, mais on a essayé de donner une idée assez importante de ce terroir. Du mysticisme, de cette, si vous voulez, de cet espace de cohabitation et de spiritualité. Donc c'est un long voyage, c'est un voyage qui était, mais c'est un voyage édifiant, un voyage très très riche. Et justement, dans ce voyage, vous prenez le lecteur par la main et vous l'emmenez dans les coins et recoins de Bjad à travers des illustrations, comme vous le disiez, rehaussées par un texte qui est écrit dans un style souple, clair mais épuré et qui rend Bjad accessible. Pourquoi publiez-vous ce livre aujourd'hui et à qui vous adressez-vous? On s'adresse à tout le monde parce qu'on veut faire connaître Bjad. Il n'est pas très connu. Il y a les érudits qui connaissent Bjad, les historiens qui le connaissent, les gens qui partent à Bjad pour le pèlerinage, Bouabid Chakri, etc., qui le connaissent, mais pas, si vous voulez, l'opinion publique en général. Donc c'est ça un peu c'est-à-dire l'audience de cet ouvrage-là. Mais en même temps, on voulait parler un peu de la profondeur de Bjad sans être complexe. On voulait entamer le lecteur avec nous et également celui qui veut regarder les images avec nous, mais sans être un petit peu dans la complexité, que ce soit dans l'anthropologie sociale, que ce soit un petit peu dans l'histoire, etc. Donc on a essayé de traduire des idées qui sont complexes sur un petit peu le soufisme, sur par exemple l'anthropologie segmentariste et tout ça, mais on donne des idées qui sont un peu à la portée de tout le monde. Donc on a essayé de le faire d'une façon, dans un style qui est à la portée de tout le monde. Donc cet ouvrage-là, il est aussi bien pour les gens qui veulent un peu apprendre de Bjad d'une façon un peu érudite, d'une façon savante, mais également pour le lecteur général qui veut comprendre qu'est-ce que c'est que ce terroir, c'est quoi Bjad, c'est quoi cette ville, quelle est sa richesse, pourquoi on en parle, pourquoi ces 5 années, si vous voulez, de savoir et un foisonnement d'idées, que ce soit des idées religieuses, des idées mystiques, des idées modernes et tout ça, pourquoi ce petit patelin a donné, si vous voulez, tous ces savants, tous ces leaders, tout. Donc tout cela, on voulait l'expliquer, mais on voulait l'expliquer dans un style qui est à la portée de tout le monde. Et Bjad est une ville mystique où tout est intimement lié au saint Abou Ubaïdillah Mohamed Sharqi. Quel rôle la Zaouia Sharqawiya a-t-elle joué dans le développement global de la ville? Elle a joué un rôle central. Bouabid Chakri, c'est le fondateur, donc il a joué un rôle central. C'est pour cela que la Zaouia existe. Elle est c'est-à-dire c'est autour de la Zaouia que tout Bjad s'est formé, s'est transformé, s'est construit, etc. Avec ses villes, avec la Médina, avec bien sûr les villes nouvelles et tout ça. Donc la Zaouia, elle a joué un rôle important. Mais la Zaouia a joué un rôle important sur 5 siècles en tant que centre de pèlerinage, en tant que centre de savoir, en tant que centre de production culturelle. Vous savez par exemple que le livre de Dakhira de Sidi Mohamed Mou'tab Ben Salah, c'est 70 volumes de travail, c'est-à-dire de travail géographique par rapport à la vie du prophète, mais également avec des préceptes et des valeurs du soufisme, des valeurs religieuses importantes, des valeurs culturelles importantes. Donc la Zaouia a joué un rôle important parce qu'elle jouait un rôle important dans le terroir, dans l'espace, dans la propagation de tout ce qui est religieux, dans le savoir, le mysticisme et tout ça. À un moment au XVIIIe siècle, il avait 84 cercles de discussion par rapport à des sujets des mathématiques, du savoir, de la théologie, de l'histoire, etc., etc. Donc la Zaouia a été un peu le centre, si vous voulez, de tout ça. Mais la Zaouia a joué un rôle qui est politique également parce que la Zaouia, elle est dans un espace qui est stratégique, c'est-à-dire que le Makhzen central comptait sur la Zaouia pour jouer un rôle avec les tribus également. Vous savez un petit peu cette dichotomie qui existait entre Bled Makhzen et Bled Siba dans le 19e siècle et tout ça. Donc la Zaouia jouait ce rôle-là. C'est un rôle d'équilibre et tout ça. Elle a joué
pendant le XVIIe siècle, dans le XVIIIe siècle et même dans le XIXe siècle. Mais la Zaouia également a été très importante dans tout ce qui est mouvement nationaliste pour la libération du Maroc, quand en 1953, avec bien sûr la révolution de Bjad et de Ouazzam, parce que c'est ça le déclenchement, si vous voulez, de la révolte du roi, du peuple et du roi, c'est à Bjad et à Ouazzam que ça a été fait, et puis la Zaouia a joué un rôle très important dans ce sens-là. Et on dit que Bjad est une ville où la baraka est omniprésente. Vous qui êtes l'un de ses enfants, comment est-ce que cette baraka se manifeste-t-elle? Écoutez, Bjad, c'est un espace de mysticisme. La baraka, elle est là. Vous la voyez dans les saints. Il y a quelque chose comme 39 saints. Donc, toute la ville ancienne de Bjad, et même, par exemple, à l'entrée de Bjad, vous trouvez Rijal Mi'ad, qui sont les mausolées des hommes du rendez-vous. Donc, il y a, si vous voulez, un certain destin quand on vient à Bjad, et on vient à Bjad pour le pèlerinage. On vient parce qu'il y a un sens de baraka qu'on obtient de... Là, vous savez par exemple que la ville de Bjad était parmi les villes anciennes qui n'a jamais eu de muraille. Donc c'est une ville qui n'avait pas de muraille parce qu'on croyait, et on le croit toujours, que la baraka protégeait la ville de Bjad. C'est un peu la baraka de Bouabid Sharqi, des ulama de Bjad, etc. Donc ce genre. Et c'est pour cela que les tribus qui sont aux alentours, les tribus de Benizmour, les tribus par exemple de Smaala, de Bni Khiran, etc. venaient, ils viennent toujours chaque fois pour le Moussem et pour un peu ce genre de baraka. C'est pour cela qu'il y a ce qu'on appelle les trans, il y a la targiba, il y a tout ce genre de rituels importants, et ces rituels, c'est autour de cette notion qui est importante, qui est celle de la baraka. Et Bjad est une ville où Marocains de confession musulmane et juive ont toujours naturellement cohabité. Comment est-ce que les Marocains de confession juive ont-ils contribué au développement de Bjad et à enrichir sa mémoire? Il y a des Marocains, des Bjadis de confession juive qui ont contribué également à ce livre, dans Yahoud al-Angari, mais il y a également toute une histoire de coexistence entre les musulmans et les juifs, et c'est pour cela qu'il y a pas mal de gens qui chantent, si vous voulez, qui louent, si vous voulez, cette cohabitation qui a toujours existé dans Bjad, et c'est pour cela que les descendants de ces familles juives qui étaient à Bjad, qui étaient dans le Mellah s'est construit juste au 19e siècle, mais avant, les familles juives vivaient avec les familles musulmanes, il y avait beaucoup de relations très étroites entre les musulmans et les juifs. Donc, c'est également un exemple, un espace de cohabitation, un espace de tolérance, un espace de coexistence, si vous voulez, entre la religion musulmane et la religion juive. Monsieur Hassan Haddad, ancien ministre du Tourisme, je vous remercie pour avoir été l'invité de l'Escale culturelle. Merci beaucoup. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.